OK, parlons un peu des types de chocs qu'on peut observer sur une économie et donc des types de récession. OK, ça va un peu ensemble. Donc, une économie peut se contracter, donc une récession suivie d'une reprise, n'est-ce pas, pour différentes raisons. Donc, la raison la plus classique, c'est que l'économie a une période d'expansion où il y a une espèce de reprise et après ça, une expansion par-dessus l'ancien pic et après ça, il y a une espèce de mini-phase de surchauffe et là, la politique monétaire se resserre. Donc, la politique monétaire de la Banque centrale se resserre. Ça se resserre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux d'intérêt augmentent en général. L'inflation augmente, ça va d'ailleurs ensemble. Donc, pendant un bout de temps, juste au début, l'inflation augmente, ce qui cause un resserrement monétaire. Donc, la politique monétaire répond à l'inflation qui augmente. Les taux d'intérêt augmentent et, à un moment donné, ça se met à avoir des freins. Donc, même parfois, la Banque centrale peut contracter la masse monétaire en absolu, donc vendre des actifs financiers. Donc, on parlera de ça une autre fois. Et tout ça crée un ralentissement du crédit et des liquidités plus serrées, donc moins de liquidités, donc baisse de liquidités disponibles. OK, baisse de liquidité, baisse de crédit, hausse de taux d'intérêt, ralentissement des investissements des entreprises, ralentissement de la consommation, donc la consommation baisse, les investissements des entreprises baissent, parfois même les exportations nettes baissent, et donc ça crée évidemment un ralentissement dans la production. Donc il y a ultimement, à un moment donné, une baisse de production et une hausse de chômage. OK? Bon, ainsi de suite. Ça, c'est un choc. Ça, c'est le plus classique, je dirais. C'est très, très fréquent. Donc, la politique monétaire se resserre. Donc, ce qui arrive, c'est que il y a expansion, le chômage arrive très bas, hausse de l'inflation, la politique monétaire, donc la Banque centrale, répond à la surchauffe d'inflation avec des hausses de taux d'intérêt. Et par la suite, à l'intérieur de 12 à 24 mois, il y a ces éléments-là qui se font sentir. Okay? Donc, c'est arrivé en 90-91, c'est exactement ça. C'est arrivé en 2000-2001. Là. Donc là, il y avait la bulle techno aussi, mais quand même, ça a été précédé d'un resserrement monétaire. C'est arrivé en 2008-2009, donc précédé par un resserrement monétaire. Et c'est arrivé en 2019-2020. Bon, là, le 2020, il y a la pandémie là, du COVID-19 qui complique les choses. Là. Mais même avant la pandémie, il y avait un ralentissement mondial qui pouvait peut-être être expliqué par la politique monétaire qui s'était légèrement resserrée un peu partout juste avant. Okay? Et pourtant, pas beaucoup, mais ça semble avoir été assez. Donc, autrement dit, c'est souvent ça. Mais donc ça, c'est un choc monétaire qui crée un ralentissement ou une contraction par la suite. Donc, ça, c'est le plus classique, mais il y en a d'autres. Donc, justement, il peut y avoir des chocs de pandémie qui font qu'on ferme carrément, si on veut, l'économie. Donc, on force des fermetures d'usines, des fermetures d'écoles, des fermetures, toutes sortes de fermetures, de restaurants, de bars, etc. Et donc, tout ça, évidemment, ça crée un ralentissement. Donc, et autres, donc des guerres et des disputes géopolitiques. Donc, ça peut créer des ralentissements par la panique. Donc, les gens paniquent, les gens arrêtent d'acheter, donc consommation, les entreprises commencent à stresser et ça crée ultimement des contractions de ce type-là. Donc, ça, c'est tous des trucs assez temporaires, finalement. Donc, ça, c'est temporaire. Et la plupart du temps, c'est ce genre de chocs-là qui vont engendrer des fluctuations. Okay? Donc, mais il peut y avoir des chocs plus permanents. Donc, s'il y a une guerre commerciale fondamentale qui engendre des hausses de coûts de production, qui augmentent les coûts de transactions internationales, tout ça. Donc, ça peut mettre un espèce de frein général sur l'activité économique, compliquer l'investissement des entreprises et donc créer des pressions à la baisse là, sur l'investissement des entreprises et parfois aussi des inquiétudes chez les consommateurs. Et donc, ça peut engendrer des récessions et par la suite de la croissance plus faible qu'il y aurait eu autrement, n'est-ce pas? Donc, il y a différents types de récession. L'autre type de récession, c'est
l'incertitude générale sur la crédibilité des marchés, par exemple. Donc, dans les pays industrialisés, ça, c'est moins fréquent, mais ça peut arriver. Donc, au début des années 2000, il y a eu beaucoup de scandales à cause des livres comptables qui étaient un peu faussés, tout ça par les entreprises là, de façon exagérée. Et ça a créé effectivement des stress chez les consommateurs même, et encore plus à la bourse et tout ça. Les gens ne savaient plus s'ils devaient croire ou pas les livres comptables des entreprises. Il y a eu des réformes par la suite là, pour assurer que ça n'allait pas dégénérer, mais pendant un bout de temps, ça a généré un certain stress. Donc ça, c'est des pertes de confiance dans les institutions, donc ça, c'est plus grave parce que ça devient structurel. Mais généralement, les types de récession, c'est ce genre de choses-là. Des choses là, qui font que temporairement, il y a un arrêt de production, un ralentissement de production, une contraction de production. Et généralement, ces choses-là passent et après ça, les choses reviennent aux forces structurelles fondamentales qui sont derrière. Productivité, innovation, qualité des institutions, etc. Donc, les types de récession, en gros, c'est ça. Après ça, évidemment, il y a ces choses-là, généralement, peuvent aussi être exacerbées par les marchés financiers, en particulier les banques. Okay? Donc, si les banques, par exemple 2008-2009, beaucoup de banques étaient étirées avec des crédits douteux, donc crédit à risque, donc mauvais crédit, octroyés par les banques, donc ils ne se faisaient plus rembourser parce que les gens n'étaient plus capables de rembourser. Et donc, ils perdaient eux autres même de l'argent parce qu'ils pensaient recevoir des fonds futurs. Et là, les gens faisaient faillite en cascade. Et donc là, ça a créé évidemment ça a exacerbé les faiblesses qui dormaient déjà dans les bilans des banques et dans certains secteurs clés. Donc, immobilier en est un qui peut avoir un effet vraiment énorme, là. Donc, lorsque l'immobilier a la surproduction d'immobilier, ça peut avoir un effet considérable sur le PIB. Le tout est généralement lancé par une politique monétaire qui se resserre. Okay? Donc, voilà les différents types de récession, si on veut. Donc, il y a des nuances, là, mais en gros, ça ressemble pas mal à ça. Okay? Donc, les affaires de confiance, de politique économique qui changent, incertitude politique, ça aussi, à la fois politique et de politique économique. Donc, politique. Donc, incertitudes politiques qui peuvent créer des ralentissements au moins temporaires. Voilà. Ensuite, comment on définit une récession? Bon, là, il y a le fameux 2 trimestres de croissance successive, de croissance négative successive. Ça serait une récession comme généralement là, les journalistes, tout ça, utilisent, les gens dans les marchés financiers utilisent cette définition-là. Les économistes diront plutôt une contraction généralisée dans l'ensemble des secteurs de l'activité de l'économie. Okay, donc, ça serait une récession là, en termes économiques. Okay, donc, le PIB se contracte, le chômage augmente, les ventes des entreprises baissent, tout ça, il y a moins d'emplois, etc. Okay, donc, il y a contraction même d'emplois. Et voilà. Donc, mais certainement, pour qu'il y ait une récession, généralement, on va dire qu'il faut 2 trimestres en ligne de décroissance, à moins qu'il y ait un trimestre qui soit tellement énorme de décroissance que ça puisse compter comme une récession, même s'il y a juste eu un trimestre de décroissance. Donc, contraction généralisée dans l'activité économique. Et donc, de façon qualitative, là, ça serait une récession selon les économistes. OK? Donc, voilà pour les différents types de récession. Les chocs possibles, il y en a plein d'autres, évidemment, mais en gros, ça peut ressembler à ça. Et par la suite, on revient à la normale. Et ça, c'est les aspects plus au niveau structurel, okay? Donc de long terme, les grandes tendances.